Bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles à nos rendez-vous de l'inclusion. C'est déjà la 3e édition de cette émission proposée par la mission handicap de la sécurité sociale pour vous aider à renforcer votre politique RSE. Le thème du jour, c'est l'accessibilité numérique, un thème parfois méconnu mais pourtant essentiel dans notre société. Pourquoi et comment devons-nous nous mobiliser pour que les sites web, les suites bureautiques, les documents Word, PowerPoint, Teams ou même les mails soient accessibles et lisibles pour les personnes qui portent un handicap visuel, auditif, cognitif? Nous en parlerons aujourd'hui. D'une part, les obligations légales se renforcent et c'est une bonne nouvelle pour l'égalité et l'inclusion. D'autre part, nous pouvons toutes et tous, dans nos DSI, nos services RH, nos services com, adopter des réflexes simples et peu chronophages pour assurer l'accessibilité de ces supports. Le sujet est vaste, vous le verrez, donc nous n'allons pas pouvoir tout traiter en 1 heure, mais nous voulons d'une part vous présenter une série de tutoriels gratuits qui a été développée par la mission handicap de la sécurité sociale avec Microsoft, et d'autre part, nous allons pouvoir avoir le retour sur expérience de référents accessibilité notamment qui vont nous donner des conseils. N'ayez crainte, l'accessibilité ce n'est pas si compliqué. Moi-même qui suis chargée de communication ici à Lucans, j'ai été formée il y a quelques mois et en fait je me suis rendu compte qu'avec quelques bons réflexes et des bonnes pratiques, on pouvait vraiment faire beaucoup et sans forcément y consacrer trop de temps, ce qui est parfois aussi une crainte. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui en plateau Simona Burgiot-Dessimone que vous connaissez bien et qui est pilote de la mission handicap de la sécurité sociale. Bonjour Simona. Bonjour Pauline. Et j'ai aussi pour cette première partie d'émission Monsieur Philippe Trottin, qui est directeur de la mission handicap et de l'accessibilité numérique chez Microsoft France. Bonjour. Oui, bonjour à tous, merci Pauline. Et j'ai aussi aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir un Nucancien, Monsieur Gauthier Delmas, qui est conseiller en maîtrise des risques. Monsieur Delmas est porteur d'un handicap visuel et il partagera avec nous son expérience. Bonjour. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être parmi nous. Je vous rappelle que vous avez la possibilité, comme pour les précédentes émissions, de poser des questions et nous y répondrons à la fin de chaque séquence. Donc vous pouvez envoyer vos questions via le chat Teams. Avant de démarrer nos échanges, je vous propose de visionner une courte vidéo. C'est une vidéo qui a été réalisée par l'association Valentin AUI. C'est une association qui aide les personnes aveugles et malvoyantes. On les écoute. Les gens qui ne savent pas de quoi on parle quand on parle d'accessibilité numérique. On vous voit. Je suis Manuel Pereira, je suis responsable du pôle accessibilité à l'association Valentin AUI. Les aveugles vont sur Internet? Aujourd'hui, une personne aveugle ou malvoyante peut aller sur Internet grâce aux outils que tout le monde utilise, un ordinateur, mais également grâce au téléphone portable avec des logiciels qui permettent soit de grossir, soit de vocaliser les informations qui sont présentes à l'écran. Alors c'est quoi l'accessibilité numérique? Ça consiste à rendre tous les contenus accessibles à tous. On estime que moins de 10% des sites en France sont accessibles. Il se passe quoi quand un site n'est pas accessible? Voilà ce qu'on entend. Lien, image, logo autre, lien, image, logo autre. Si vous êtes capable de me dire ce que c'est que image, logo autre, je suis preneur. Et ça concerne combien de personnes exactement? 12 millions de personnes en France, dont 2 millions de personnes déficientes visuelles qui sont aveugles ou malvoyantes. Une personne sur 5 en France est concernée par les problèmes d'accessibilité. Internet, les réseaux sociaux sont des sources d'informations incontournables. Et si on ne peut pas y accéder, du coup, on se retrouve en situation de fracture numérique et donc d'exclusion. Et vous, est-ce que vous pourriez vous passer d'Internet? Logo de l'association Valentin AUI avec les aveugles et malvoyants.
Comme on peut s'en rendre compte grâce à ces témoignages, respecter les règles d'accessibilité, ce sont des petits gestes qui peuvent vraiment avoir un impact très important pour des millions de personnes. Je me tourne vers vous, Monsieur Delmas, vous êtes directement concerné par le sujet. Je voulais vous demander plusieurs choses. La première, déjà, c'est peut-être vos impressions sur la vidéo qu'on vient de visionner. Peut-être que vous avez envie de la compléter aussi en parlant de votre expérience. Et voilà, ce que j'ai envie aussi de vous demander, c'est de nous expliquer pourquoi c'est vraiment important de s'intéresser au sujet de l'accessibilité numérique. Bah, effectivement, la vidéo, je la trouve très claire et très réaliste. Elle distingue deux situations. On a d'une part des personnes comme moi qui sont malvoyantes, c'est-à-dire qui doivent trouver un équilibre entre l'utilisation de leur œil, de leur capacité, de leur acuité visuelle et la nécessité de reposer ses yeux parce qu'ils ont un fonctionnement qui est altéré, qui est limité, d'où l'équilibre entre les outils de type grossissant, des loupes, ce genre de mécanisme, et l'utilisation de logiciels vocaux qui permettent de reposer l'œil. Et d'autre part, la situation des personnes qui sont non-voyantes et qui, elles, ont besoin totalement d'un outil vocal qui se substitue véritablement à l'œil. Donc, de ce point de vue, la vidéo est très claire. Moi, je trouve qu'elle met également en lumière le fait que le sujet dépasse largement le cadre de l'entreprise. Et on est dans un cadre professionnel, mais en travaillant sur l'accessibilité, on nous permet de faciliter l'insertion dans la vie sociale tout court. Si je prends l'exemple d'Internet, quand on sait se servir d'Internet en entreprise, on va utiliser ces outils également dans la vie personnelle. Idem pour le Word, pour le PowerPoint, pour l'Excel. On parle de responsabilité sociale des organisations. Je pense que le sujet de l'accessibilité est de ce point de vue très, très illustratif. Et d'ailleurs, on pourra en parler un peu plus tard avec la personne de la MSA qui a aussi ce double aspect, c'est à la fois en entreprise et aussi dans les bonnes pratiques des organismes de sécurité sociale pour les assurer. Effectivement. Alors après, me concernant au quotidien, donc étant en situation donc, de malvoyance, j'utilise à la fois des logiciels vocaux et des outils grossissants qui permettent d'appréhender les documents Word, des pages Internet et d'être en autonomie sur ce type de tâches. Et bien évidemment, ce sujet est essentiel parce que lorsqu'un document n'est pas accessible, c'est-à-dire que mon logiciel ne me permet pas de le lire par exemple, ben je ne pourrai pas accéder au contenu. Et concrètement, je vais devenir dépendant de l'aide d'un tiers, d'une personne, pour m'assister, m'aider dans une tâche. Donc il y a l'enjeu aussi de l'autonomie dans le travail qui semble important, et l'accessibilité, elle permet l'insertion professionnelle, mais elle permet également de développer son autonomie. Et quand on est porteur d'un handicap, que ce soit dans l'entreprise ou à l'extérieur, le sujet de l'autonomie est essentiel pour nous. Vous évoquez à l'instant justement les documents de type Word ou PowerPoint, on le verra dans la suite de l'émission. C'est vrai qu'en fait, il y a certaines règles qui ne sont pas forcément difficiles à appliquer, mais si on ne les respecte pas, pour les personnes qui doivent utiliser des lecteurs, après c'est terrible en fait, même pour la concentration. Mais du coup, on pourra en parler. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses que vous souhaitiez partager avec nous. Peut-être dire que l'accessibilité des outils est un sujet important, essentiel, mais je pense qu'il faut aussi avoir une vision un peu élargie. Là encore, je pense qu'on en reparlera un peu tout à l'heure, sur l'environnement du poste de travail, l'environnement de travail dans le cadre de l'entreprise. Si je prends mon cas personnel, pour donner quelques exemples, un ergonome du travail est venu à Lucans, m'a permis de bénéficier d'un rehausseur pour l'ordinateur, ce qui permet de moins s'user visuellement et d'avoir une posture qui soit droite et adaptée, des inversions de couleurs pour moins fatiguer l'œil, une luminosité adaptée avec une lampe dans la pièce, dans le bureau où je travaille, là encore pour solliciter au minimum l'œil et le fait qu'il se concentre sur l'essentiel. Tout cet environnement de travail, et il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait citer, est très important.
est très important parce que vous pouvez avoir des super outils qui sont très accessibles. Si l'environnement de travail global n'est pas bon, ça perd en partie de sa plus-value. Donc ça implique les services informatiques, les services des ressources humaines et l'équipe ergonome du travail et du personnel médical. Donc c'est toute une équipe. On a compris le message. Du coup, aujourd'hui, on parle beaucoup d'accessibilité numérique, mais il ne faut pas non plus oublier les adaptations de poste et l'accompagnement, notamment avec un ergonome. Monsieur Trottin, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez peut-être, je vous ai présenté rapidement, mais peut-être que vous pouvez nous expliquer de façon assez succincte en quoi consistent vos missions ? Oui, alors donc moi j'ai deux missions, puisque je suis à la fois le référent handicap de Microsoft France, donc je m'occupe avec la médecine du travail de mettre en place les adaptations nécessaires pour nos collaborateurs et nos collaboratrices en situation de handicap. Donc ça concerne aussi des sujets avec notre ergonome, avec notre médecin du travail. Qui est donc un premier sujet. Et ma autre thématique sur laquelle je travaille le plus, c'est l'accessibilité numérique. Donc j'interviens dans tous les domaines, aussi bien auprès d'entreprises du secteur privé, du secteur public, mais j'interviens aussi auprès des associations. Je travaille aussi avec des écoles pour leur apporter aussi ces éléments-là. Il faut beaucoup sensibiliser les jeunes à cette thématique. Les jeunes, c'est les forces vives de demain dans les entreprises. Donc plus ils seront à même de comprendre les difficultés rencontrées, par exemple ce qui était présenté soit dans la vidéo, soit le témoignage qu'on a eu. Typiquement, effectivement, il y a ça. Et puis on a aussi une thématique, alors on évoquera peut-être moins aujourd'hui, mais une thématique autour du jeu vidéo, parce que c'est aussi un moyen de sociabiliser pour les jeunes. Et on a besoin aussi d'adresser des sujets d'accessibilité. Sur le jeu vidéo. Voilà, oui, de contraste ou de choses qui peuvent être vécues, parce qu'on a dit, Internet c'est important, l'accessibilité des sites web c'est clé, mais on a aussi d'autres moyens de se divertir à travers les jeux vidéo par exemple. On a beaucoup évoqué là, en début d'émission du coup, les handicaps plutôt de type visuel. Est-ce qu'il y a d'autres types de handicaps qui sont concernés par cette question d'accessibilité numérique ? Alors en fait, toutes les formes de handicap sont potentiellement concernées. Si on regarde un petit peu les différentes catégories de handicap qu'on peut avoir, les sujets de mobilité, alors quelqu'un en fauteuil roulant devant un bureau avec son ordinateur n'aura pas forcément de difficulté à l'utiliser. Par contre, si on a une amputation, si on a un problème avec ses membres supérieurs, on risque d'être gêné à utiliser son ordinateur. On va avoir après tout ce qui est sensoriel, donc vision, audition, c'est vraiment les deux principales problématiques que l'on peut rencontrer. On n'a pas encore, mais ça risque d'arriver, des sujets autour de l'odorat ou des sujets autour du toucher notamment. Il y a des choses dans les neurosciences qui permettent peut-être d'ailleurs de redonner un peu d'espoir à des gens non-voyants sur le fait d'utiliser leur peau comme organe de remplacement de leurs yeux. Il y a des recherches sur ce domaine-là aujourd'hui en cours. Après, on va avoir des sujets autour du handicap mental. On parle par exemple de fournir du facile à lire et à comprendre pour favoriser la lecture de documents. On va avoir également tout ce qui va être, on va dire, cognitif. Donc dans le cognitif, on met toutes les problématiques de dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysphasie, enfin voilà, j'en passe. Les troubles de l'attention et puis tout le spectre autistique va rentrer aussi dans cette catégorie. Et puis on oublie souvent toutes les maladies invalidantes sur lesquelles les gens peuvent avoir des difficultés, soit à utiliser pendant longtemps leur ordinateur, soit vraiment des problèmes d'usage qui peuvent être des effets de bord, entre guillemets, liés à leur maladie. Donc, voilà. Et vous le verrez d'ailleurs, si vous n'êtes pas directement concerné, même pour des personnes qui parfois ont envie d'être plus attentives ou de garder une attention ou peut-être de se débarrasser de choses qui peuvent les parasiter dans leur travail, les outils dont on va parler, qui sont décrits dans les tutos, peuvent être aussi utiles. Justement, j'arrive sur le sujet, donc ça fait plusieurs mois, Monsieur Trottin, que vous collaborez avec Simona, donc c'est dans le cadre de notre convention AGFIP. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot. Oui. Effectivement, Pauline, nous avons lancé le partenariat Microsoft dans le cadre de la dernière convention signée avec l'AGFIP, donc celle qui date de 2021. On est dans l'axe 7, accessibilité numérique. Dans cet axe, on a abordé d'autres sujets comme la création d'un groupe accessibilité numérique sur le Yoréseau pour permettre aux organismes de partager les expériences sur
Mais cette mise à route et aussi ce perfectionnement qu'on doit avoir sur nos sites. C'est un groupe qui existe C'est un groupe qui existe actuellement. Donc, dans la communauté handicap, on a un groupe dédié sur l'accessibilité numérique. Donc, je vous invite à l'intégrer, bien évidemment, si vous êtes intéressé. Et ce qui est le plus porteur dans ce groupe, c'est les échanges entre les organismes. Alors, une communauté, avant qu'ils commencent vraiment à vivre, il lui faut un peu de temps. Pour l'instant, il y a plutôt des articles qui sont publiés, voilà, venant de ma part, mais moi j'invite fortement les organismes à partager soit des bonnes pratiques, soit des questionnements qu'on puisse avoir autour de l'accessibilité numérique. Et pour revenir au partenariat avec Microsoft, du coup, ça a consisté à développer donc, des tutoriels qu'on va vous partager dans le chat. Le partenariat avec Microsoft, quand j'ai rencontré Philippe Trottin, et c'est la mission handicap en fait qu'il m'a invité à y aller, parce que Philippe il était déjà intervenu dans la branche retraite pour porter des ateliers de sensibilisation, et on a commencé à réfléchir ensemble. J'ai dit mais bon, nous on est 300 employeurs, 145 000 collaborateurs, comment on va faire? Et avec Philippe, on s'est dit, avec la mission handicap, que la meilleure solution, c'était de créer des tutoriels qui puissent être vus et revus au plaisir des organismes et à l'utilisation. Et donc, on en arrive aujourd'hui au lancement des tutoriels lors de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ils consistent, du coup, ces fameux tutos? Oui, alors l'objectif, c'est de faire des tutoriels vraiment très pratiques. L'objectif, c'est que les gens puissent maîtriser les outils qu'ils ont déjà sur leur poste de travail. L'idée, c'est pas de réinstaller des logiciels complémentaires, c'est vraiment de dire, dans Windows, dans les solutions Office, Word, PowerPoint, etc., on a beaucoup de fonctionnalités qui sont déjà méconnues. Et ça, c'est un constat qui est partagé quasiment par toutes les organisations. Le fait est que même les principales personnes concernées qui peuvent être porteurs de handicap ne connaissent pas non plus forcément l'exhaustivité des solutions. Et puis le numérique, on le sait, ça va très vite. Ça se renouvelle très rapidement avec des nouveautés qui sortent régulièrement. Donc je pense qu'on aura l'occasion de faire des mises à jour d'ailleurs de ces tutos au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, les gens puissent regarder le tuto, s'en inspirer, regarder s'ils sont capables de faire la même manipulation sur leur propre ordinateur. Et puis après, piocher dans les fonctionnalités présentées celles qui leur sont le plus adaptées. Donc il y a énormément de fonctionnalités très différentes. Ça va de la lecture vocale au sous-titrage, en passant par de la dictée ou des possibilités de grossissement de l'écran avec la loupe par exemple, ou la modification du contraste. Voilà, des fonctionnalités comme ça, il y en a énormément. Et puis, on a voulu aussi, dans ces tutos, réexpliquer un petit peu ce que c'était que l'accessibilité numérique, parce que là, on en parle, on fait une émission dédiée sur le sujet, mais en fait, ça regroupe beaucoup de thématiques différentes. Manuel Pereira disait tout à l'heure, lui, sa problématique numéro 1, c'est de s'assurer finalement que les sites Internet soient accessibles. Donc, c'est pour les développeurs de sites qu'il faut effectivement les inciter à traiter le sujet, à faire que les solutions qu'ils mettent en œuvre pour développer leurs applications, leur site internet, soient accessibles. Excusez-moi, vous avez cité Manuel Pereira, est-ce que vous pouvez oui, de l'association Valentin Huy, donc voilà, c'est l'association dont on vous a diffusé une vidéo juste en début d'émission. Alors moi, l'association Valentin Huy, je la connais depuis très longtemps, parce que j'ai une mère qui a perdu la vue en fait en faisant exploser un labo de chimie quand elle m'attendait, donc j'étais dans son ventre au moment où l'explosion a eu lieu, et donc forcément, à une époque, on n'avait pas de solution numérique, donc on allait à l'AVH avec des livres papier, on allait les faire lire à des volontaires de l'association Valentin Huy pour récupérer sur des cassettes la lecture de ces livres et pouvoir en profiter. Donc la VH faisait beaucoup ça à une époque. Donc voilà, il y a cette problématique de développement de solutions. La deuxième problématique à adresser, c'est une problématique d'usage des outils. C'est ce qu'on va présenter principalement dans les tutoriels. Comment faire pour que les gens connaissent ces solutions et les utilisent sur leur poste pour l'amélioration de leur quotidien, on va dire. Et puis une troisième thématique que je mettrai quand même un petit peu à part, sur les aspects de communication, parce qu'en définitive, on est tous responsables de la communication qu'on va créer. On fait tous des mails, on crée des documents, on crée des présentations, on participe à des événements. À des réunions Teams aussi, il y a aussi la possibilité de rendre des réunions Teams accessibles. C'est quelque chose que moi j'ai appris grâce à vos tutos. Oui, tout à fait. Effectivement, le contexte de Teams est un peu particulier puisque pendant la période Covid, on a eu énormément évidemment de personnes en situation de handicap, principalement visuelle et auditive, qui étaient un peu mis de côté parce qu'on a privilégié finalement le déploiement très rapide de solutions numériques pour que les gens puissent se connecter et travailler à distance.
en mettant un peu de côté malheureusement des personnes qui avaient des besoins vraiment très particuliers et qui nécessitaient de la part des services informatiques un travail complémentaire. Et donc on a essayé de les aider au mieux et de faire avancer, de faire progresser les outils. C'est pour ça qu'on a vu arriver dans Teams des solutions de sous-titrage qui étaient un peu plus performants. On a rajouté du contraste élevé aussi directement dans l'outil parce que certaines personnes utilisent Teams dans un environnement qui n'est pas forcément, on va dire, sur lequel ils n'ont pas forcément déployé des choses sur le poste de travail et l'utilisent sur la version online. Donc avec besoin aussi d'adapter les écrans pour permettre d'améliorer le contraste. Donc oui, il y a énormément en fait, de solutions aussi dans cet environnement collaboratif. En fait, ces tutoriels, donc il y a une version, c'est un PowerPoint. Vous avez dû voir passer à l'écran des slides de ce PowerPoint qui est assez conséquent, je crois qu'il fait 70 pages, oui, donc il est très exhaustif. Il aborde un peu les deux sujets, donc à la fois quels outils pour les personnes porteuses de handicap, mais aussi quelles bonnes pratiques pour les personnes qui produisent des documents et pour les rendre accessibles, ou des mails, ou pour s'assurer que la réunion Teams l'est. Et donc on a un PowerPoint auquel vous pouvez vous référer, c'est pratique, en plus on peut naviguer facilement dans le document. Et on a aussi une série de vidéos. Je vous propose d'en visionner un court extrait et puis bien sûr vous pourrez après le retrouver sur la playlist YouTube de la Sécurité sociale. Je peux bien entendu dans le menu Révision utiliser le vérificateur d'accessibilité. Donc le vérificateur d'accessibilité va me proposer différentes choses à corriger. Par exemple, chaque diapositive doit avoir un titre. Derrière les images, on va également mettre des descriptions, etc. etc. Donc ce que l'on a vu en termes de vérification d'accessibilité dans un outil comme Word est également valable dans une présentation comme PowerPoint. Alors dans ce court extrait, vous pourrez aller visionner les tutos ensuite si vous le souhaitez. Donc Monsieur Trottin nous montre comment vérifier ce qu'on appelle les vérificateurs d'accessibilité, donc qui existent sur Word, sur PowerPoint, aussi sur PDF d'ailleurs. Ce sont des outils qui sont assez utiles parce que ça va nous donner en fait les endroits où c'est pas respecté, nous donner des suggestions. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler? Et aussi, j'ai envie de vous demander, puis je vais vous le demander aussi, Monsieur Dalmas, ensuite, si vous aviez, par exemple, 5 règles à respecter pour s'assurer qu'un document Word ou PowerPoint est bien accessible. Bon, ça peut être 5 ou 10. Comme ouais. Non, alors je pense que la principale, et on sera d'accord ensemble, la principale règle, c'est commenter vos images. Vous mettez des images dans des documents, il faut considérer qu'une personne qui va utiliser un lecteur d'écran, donc c'est un lecteur qui va vocaliser finalement les informations qui sont sur le document, si on passe sur une image qui n'a pas été décrite, quelque part on n'a aucune information, on ne sait pas ce qu'il y a sur cette image. Si cette image est importante pour la compréhension du document, il faut obligatoirement la commenter. Sinon, la personne malvoyante ou non-voyante va devoir faire appel à un tiers. On parlait d'autonomie tout à l'heure, c'est pas possible, on ne peut pas rester dans ce mode-là. Donc pour le commenter, c'est assez facile. On sélectionne l'image, bouton droit, ajouter un texte alternatif, on commente l'image et puis on publie. Deuxième chose, c'est concernant, on va dire, les problématiques de vision. Et dans les problématiques de vision, elles sont diverses. Certaines personnes ont besoin d'avoir un contraste suffisant. Et donc, attention à la couleur des polices de caractères par rapport au fond. Si le fond est blanc et que vous mettez des caractères en gris ou en jaune, ça risque d'être vraiment catastrophique pour la lisibilité du document. Évidemment, la taille de la police, alors elle peut varier entre un document Word, où on est plutôt sur des polices de taille 12, au minimum, je parle, à des polices plus grosses, évidemment, sur PowerPoint, parce que l'usage n'est pas le même. L'usage est plutôt de présenter sur un écran quelque chose, donc il faut avoir une police de caractère plus importante, plutôt 14 ou un peu plus si nécessaire. Ensuite, on va avoir des sujets autour de l'accessibilité, par exemple, de tableaux. Il faut savoir qu'un tableau n'est accessible que s'il est linéaire en termes de nombre de colonnes et de lignes sur l'intégralité du tableau. Si on commence à fusionner des cellules dans un tableau, ça va être compliqué. Faites l'exercice toujours de vous dire « et si je devais expliquer le tableau à une personne non-voyante, comment je ferais ?» Et vous allez vous apercevoir très vite que quand vous fusionnez des cellules, ça devient très vite compliqué et la difficulté va être vraiment la même pour la personne malvoyante ou non-voyante qui va utiliser un lecteur d'écran. Puis même sans lecteur d'écran, je pense, c'est le même constat. C'est le même constat, oui, ouais. De ce point de vue, ça change pas. Et effectivement,
éviter les fusions de cellules. C'est ça, exactement. Et puis on va dire la dernière chose qui est importante, alors elle est importante parce qu'en plus, elle n'est pas contrôlée par le vérificateur d'accessibilité, donc il faut vraiment y penser, en plus de l'usage systématique de ce vérificateur, la structuration des documents. Oui. Utiliser des titres de niveau 1, 2, 3 dans les documents. Prenez l'exemple d'un dictionnaire. Si vous cherchez un mot dans un dictionnaire, vous n'allez pas parcourir l'intégralité des mots jusqu'à arriver sur le mot qui vous intéresse. Vous allez parcourir les lettres, peut-être l'initiale principale, jusqu'à arriver sur voilà, l'initiale correspondant à votre mot, et puis ensuite vous allez peut-être faire des recherches sur le mot qui va bien. Donc c'est pareil, si vous ne créez pas de structuration pour un document, ça veut dire que la personne non-voyante va devoir lire du début à la fin le document, et peut-être que 60-70% de documents ne l'intéressera pas. Donc imaginons un document de travail où elle doit revenir en permanence à certains endroits. Sans cette structuration, ça paraît extrêmement compliqué. Alors qu'avec cette structuration, il existe des combinaisons de touches qui permettent de naviguer dans le plan du document pour passer d'un chapitre à un autre. Du coup, vous pouvez faire le test si vous voulez avec un lecteur sur un document et qui ne serait pas, du coup, ou dans lequel il n'y a par exemple pas de sommaire. Ça, c'est important d'avoir un sommaire pour que en fait, l'outil informatique puisse se permettre de naviguer dans le document. Et la hiérarchie, en fait, on commence par où? Et ça, c'est vrai que si, par exemple, on fait un document sans mettre de niveau de titre, etc., le lecteur, il ne peut pas deviner. Et donc, du coup, pour la personne, ça va être très pénible. Enfin, je ne sais pas si... Oui, c'est exactement ça. Et puis le point qui est important, et pourquoi ça n'est pas intégré automatiquement dans le vérificateur d'accessibilité, en fait, de temps en temps, dans un document, on va augmenter la police ou mettre en gras ces caractères. Ce n'est pas forcément des éléments de structuration. Donc en fait, on a du mal à savoir finalement comment le document va être structuré. C'est forcément une opération manuelle qui doit être rajoutée. Est-ce que vous auriez des choses à compléter peut-être à ce qui vient d'être dit, Monsieur Delmas? En tout cas, je confirme tout ce qui a été dit par la pratique, ma pratique professionnelle depuis une dizaine d'années. Je dirais que l'outil le plus accessible par définition, je pense le plus universel, ça reste le texte. Si on met à part certains formats PDF qui aujourd'hui restent non accessibles car assimilés à des images, le texte reste un outil universellement accessible et pratique. Donc se poser la question, est-ce que j'ai nécessairement besoin d'une image? Est-ce que j'ai nécessairement besoin d'un graphique? Est-ce que je ne peux pas me contenter d'un texte ou à défaut en mettre un si véritablement je pense qu'il est essentiel de faire un graphique ou de mettre une photo. Après, si je me focalise sur le handicap visuel qui me concerne directement, le sujet de l'accessibilité peut permettre de réinterroger notre manière de travailler. Développer l'oralité. A-t-on besoin nécessairement de fonctionner par des documents écrits, quelle que soit la forme, sans renier ce que je viens de dire. Mais l'oralité, ça paraît une évidence, mais l'oralité pour une personne déficiente visuelle, c'est l'accessibilité garantie. Voilà. Vous avez un débrief, une réunion technique, un élément à faire partager. Comment je vais le partager à mon collaborateur? Je me suis à la fois posé la question en tant que manager d'une équipe, d'une vingtaine de personnes il y a quelques années, et à la fois en tant que collaborateur sans lien hiérarchique avec un collègue. Voilà. Comment je travaille et comment je peux faire partager à mon interlocuteur dans l'entreprise un autre mode de fonctionnement alternatif qui soit accessible pour moi et pour d'autres personnes qui peuvent être en situation de déficience visuelle, parce que comme l'a rappelé Manuel Pereira, ça c'est peut-être quelque chose à dire, c'est que les niveaux de déficience visuelle sont très hétérogènes, très variés, concernent plus de 10 millions de personnes en France, donc on est loin d'être sur un phénomène marginal dans l'entreprise. Et juste pour rebondir sur les images, il faut se dire, ça ne veut pas forcément dire que vous ne devez pas mettre d'images dans votre document, c'est ne pas forcément d'avoir l'information dans l'image. Si elle est vraiment obligée d'être dans l'image, il faut l'indiquer. Et sinon, on peut aussi marquer les images comme décoratives, ce qui fait que le lecteur, du coup, juste passe dessus, quoi.
Mais c'est le paradoxe dans l'accessibilité, parce qu'on parle effectivement à un moment donné de dire on va changer les méthodes de travail et peut-être passer à davantage d'oralité, ce qui va poser un autre problème pour des personnes sourdes ou malentendantes qui du coup vont avoir besoin de solutions pour faire avec. Et donc en fait, la difficulté dans l'accessibilité, c'est finalement de systématiquement proposer plusieurs canaux, plusieurs façons de percevoir l'information, de façon audio, de façon écrite, voilà, de façon vidéo éventuelle. Les vidéos peuvent aussi poser d'autres problèmes. Hein. Une personne qui va avoir de l'épilepsie, par exemple, peut être gênée par certaines vidéos, donc il va falloir aussi faire attention aux vidéos qu'on produit. Donc il y a énormément de difficultés à essayer de mixer finalement toutes ces contraintes pour arriver à une solution idéale pour tout le monde. Et donc pour aller plus loin, on vous invite évidemment à consulter les fameux tutoriels PowerPoint et en vidéo. Et là, on vous les partage dans le chat. Simona, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut on pourra les retrouver après l'émission ? Alors, on pourra les retrouver directement sur le site UCANS, ucans.fr. On pourra les retrouver aussi sur YouTube, et donc le site officiel Sécurité sociale, la playlist Mission Handicap. Voilà, la chaîne officielle de la Sécurité sociale. Et aussi, si vous voulez aller plus loin, il me semble que M. Trottin fait parfois aussi des interventions. Oui, c'est ce qu'il a indiqué en début d'émission. Et effectivement, alors il en fait beaucoup, il nous a dit plus de 174 cette année. C'était 174 à date d'aujourd'hui, oui. À date d'aujourd'hui, donc effectivement, Philippe Trottin, il est disponible de venir directement dans vos organismes pour créer des sessions d'échange, soit d'effectuer des webinaires à distance, de créer des ateliers, pour permettre cette diffusion de l'information. Et c'est un grand avantage, hein, c'est une belle mission qu'accomplit Microsoft parce que c'est gratuit et donc ça permet d'être diffusé au plus grand nombre et donc on remercie Philippe pour cette disponibilité qu'il a. Il peut y avoir peut-être aussi d'ailleurs des situations par rapport à des référents handicap qui peuvent être un peu perdus sur les solutions numériques qui peuvent exister. Donc là encore, n'hésitez pas si vous avez besoin à me contacter. Hein. Et puis on peut étudier les cas particuliers qui sont peut-être plus difficiles en fait à accompagner. N'hésitez pas dans ces conditions à me solliciter ou à passer par Simona si nécessaire. Voilà, comme on a une communauté quand même qui est très active, je pense que l'idéal ce serait de passer par moi, de m'adresser les demandes et moi je fais le lien avec Philippe. Voilà. Et alors c'est vrai qu'en parcourant ces tutos, j'ai découvert plein d'outils et je me suis dit mais en fait ça a beaucoup évolué ces dernières années. Est-ce qu'il y a eu une sorte de boom technologique qui a permis de développer plus d'outils ? Alors oui, déjà je pense qu'il y a une prise de conscience dans la société en règle générale sur le handicap. On le voit d'ailleurs à la télévision par exemple, on en parle davantage, il y a davantage d'invités en situation de handicap. Les marques n'hésitent plus à faire de la publicité sur ce sujet-là. C'est des sujets qui étaient impensables il y a quelques années. Alors on parle encore malheureusement trop de handicap, de mobilité, mais c'est assez marrant d'ailleurs, vous pouvez faire le test. Si vous faisiez une recherche sur le mot handicap il y a quelques années sur Internet, 80% des images qui remontaient c'était des fauteuils roulants. Quand vous faites la recherche aujourd'hui, le nombre est beaucoup moins important que ça. Donc c'est assez marrant parce qu'on s'aperçoit quand même que du coup, des handicaps comme le handicap visuel qui était peut-être moins adressé, commencent à être davantage pris en considération dans les organisations. Voilà. Après, sur l'évolution technique, moi je vais parler de la partie évolution technique, forcément on est obligé de parler d'intelligence artificielle aujourd'hui parce que depuis effectivement quelques années, il y a eu un progrès phénoménal sur ces thématiques-là. Alors c'est des sciences qui existaient déjà il y a très longtemps, mais pour lesquelles on n'avait pas encore les techniques pour les mettre à disposition du grand public, parce que ça nécessite des puissances de calcul importantes, ça nécessite aussi d'avoir des données. Si on veut faire de la reconnaissance vocale en français, par exemple, pour faire de la dictée vocale, typiquement, il faut alimenter un environnement avec à la fois du son, du texte, et puis quelqu'un qui va contrôler que la machine a appris correctement les mots. Et donc, pour qu'une langue soit correctement prise en compte, chez Microsoft, on estime qu'il faut à peu près 300 000 mots. Donc 300 000 mots prononcés avec un opérateur derrière qui va dire « là c'est bon, là ça y a une erreur », etc. Avec aussi une diversité du coup d'accents, parce qu'il peut y avoir des accents différents, il peut y avoir des régions du monde avec des spécificités culturelles.
On ne va pas parler comme au Canada, donc si on récupère de la dictée vocale canadienne en France, ça ne va pas marcher correctement. Donc voilà, c'est toute cette difficulté. On a encore beaucoup de progrès à faire sur de l'analyse d'images, même si ça commence à arriver. Quand on dépose par exemple une image dans Word aujourd'hui, il y a une description automatique qui est faite, qui est très bonne en anglais, qui marche très bien en anglais. Mes collègues n'ont pas encore fait le travail nécessaire pour faire la même chose en français, donc ça me laisse quelques opportunités de progrès dans les outils qu'on met à disposition en France pour les utilisateurs. Et puis on le voit aujourd'hui, on parle de ChatGPT, donc ChatGPT, ça va aussi révolutionner un certain nombre de types de handicaps qui aujourd'hui peuvent être, on va dire, empêchés d'utiliser des solutions. Je pense notamment à des personnes qui sont lourdement handicapées, des personnes tétraplégiques ou des personnes qui ont un locked-in syndrome. Donc on a eu un AVC, on se réveille, on n'a plus aucune mobilité, on ne peut même plus parler. Donc sa seule façon d'interagir, c'est avec les yeux. Et il y a des méthodes de communication qui ont été développées pour pouvoir répondre à ces enjeux-là. Demain, on travaille, aujourd'hui même, on travaille sur des projets de recherche sur lesquels, quand une personne va discuter avec une personne qui a eu un locked-in, elle va parler, on va récupérer sa voix et on va préalimenter des éléments de réponse permettant à la personne de répondre simplement par l'intermédiaire de ses yeux. C'est passionnant, peut-être qu'on consacrera une autre émission à l'intelligence artificielle et au handicap, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on voit beaucoup de possibilités. Vous en parliez au début, est-ce qu'on peut peut-être aussi rapidement revenir sur les obligations légales qui ont aussi évolué ces dernières années ? Oui, alors les obligations légales, elles sont de différentes natures. Déjà, dans les organisations, il y avait au préalable des obligations légales, ne serait-ce que non-discrimination des collaborateurs. De plus en plus de métiers utilisent le numérique. Si je ne fournis pas de solution adaptée, je suis en faute par rapport à la loi. Donc à un moment donné, un collaborateur ou une collaboratrice qui attaquerait l'entreprise au prud'homme en disant « je suis désolé, mais moi dans l'environnement j'ai besoin d'un outil et cet outil n'est pas accessible », gagnerait probablement. Donc il y a ce sujet de discrimination. Le deuxième sujet, c'est la règle des 6% de recrutement de personnes en situation de handicap. Et là encore, les organisations ont besoin de s'assurer que l'environnement numérique qui va être mis à disposition des futurs employés est bien accessible, puisque sans ça, on va retomber dans un cas de discrimination. Si j'emploie quelqu'un et que la personne, sur ses outils de travail, ne peut pas travailler, typiquement, en tant que ressources humaines, je vais me dire je vais éviter de recruter la personne pour ne pas la mettre en échec tout de suite par rapport à cette situation. Et puis après, la troisième réglementation, c'est une réglementation plutôt sur les outils de communication au public en ligne. Donc c'est principalement les sites internet, ça peut être de l'intranet, qui sont de l'intranet global, on va dire. Ça peut être aussi des outils mobiles. Donc cette réglementation, c'est une règle qui date de juillet 2019, qui impose à toutes les organisations, les entreprises privées de plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires de faire au minimum des déclarations, d'indiquer si leur site web est accessible ou pas, d'indiquer quel est le plan d'action, quel est le schéma directeur qu'ils mettent en place pour corriger cette accessibilité. Et sans ça, c'est soumis à pénalité. Le service public, comme tous les organismes publics, sont exactement soumis aux mêmes lois. Donc il y a effectivement dans chacune des grandes entités de l'État des actions qui sont menées plutôt par des équipes de développeurs, de designers, pour améliorer l'accessibilité des sites internet. Et on est encore assez loin, en tout cas, du résultat, et ça va prendre des années et des années. Et vous m'offrez une magnifique transition avec la deuxième séquence de cette émission, où justement nous allons pouvoir échanger avec deux référents accessibilité dans le domaine informatique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Monsieur Delmas. Merci à vous. Merci pour votre témoignage qui a beaucoup apporté à l'émission. Et on accueille du coup Nathalie pour la deuxième séquence. Nathalie Meunier-Masson, qui est référente accessibilité à la CNSA. Et nous avons aussi à distance Cédric Giraudengo, référent handicap DSI à l'URSSAF, qui nous parle aujourd'hui depuis le site de GAP de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour Cédric, merci d'avoir accepté. Bonjour. Et bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Je vais commencer par Nathalie, on va commencer par vous présenter. Donc vous travaillez à la CNSA, vous êtes chef de projet web, vous êtes en charge du site
public gouvernemental pour les personnes âgées.gouv.fr et référente à accessibilité depuis 2019. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste donc votre travail sur l'accessibilité? Bien sûr, avec plaisir. Je suis ravie de parler de l'accessibilité numérique, qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. En fait, je suis effectivement chef de projet pour un portail officiel pour les personnes âgées.gouv.fr qui s'adresse principalement aux personnes âgées et à leurs proches. Donc c'est un site grand public et je suis d'ailleurs entrée à la CNSA en 2014 pour créer ce portail et puis depuis je suis ces évolutions, c'est ma principale mission à la CNSA et depuis 2019, puisque maintenant c'est une obligation, je suis également référente accessibilité numérique. Donc voilà, donc là je ne m'occupe pas d'un projet web en particulier, mais je suis au service de l'ensemble des agents de la CNSA, voilà, pour remplir un certain nombre de missions. D'ailleurs, le référentiel qui est le RGAA, donc qui s'applique à tous les sites publics et privés maintenant. RGAA qui, du coup... Qui est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Donc c'est le référentiel, oui, voilà, référentiel officiel sur lequel on doit se baser donc pour vérifier l'accessibilité numérique. C'est vraiment un outil assez technique, mais dans ce référentiel, il y a des informations sur les règles à respecter, notamment sur nos devoirs, sur la publication du niveau d'accessibilité, comme on l'a dit tout à l'heure, sur chacun des sites, sur la proposition d'un plan triennal d'amélioration de l'accessibilité numérique. Donc mon rôle là est de faire un état des lieux de l'ensemble des sites web. Alors, pas uniquement les sites grand public, hein, c'est également les intranets, les extranets, les applications métiers. Donc voilà, on commence en tant que référent accessibilité à faire cet état des lieux. Donc ça passe par des audits. Donc nous à la CNSA, on est accompagné par un prestataire, donc il va faire des audits très précis, qui va même donner des solutions pour améliorer le niveau d'accessibilité, hein, idéalement. Et à partir de cet état de lieu, eh bien, on fait un plan d'action et on s'engage à améliorer l'accessibilité numérique de tous ces sites. Voilà. Donc ce plan triennal, il est publié, c'est une obligation aussi de le publier, il est accessible sur le site cnsa.fr. Et je peux vous donner peut-être quelques exemples d'actions qui ont été menées donc, en 2023 et même en 2022. Donc la CNSA, pour améliorer l'accessibilité numérique, s'engage à proposer des sessions de sensibilisation, de la formation en fonction des métiers, des agents. On parlera de la formation. Oui, voilà. À mettre de façon très claire, souvent en bas de page des sites, le niveau d'accessibilité. Voilà, c'est une obligation. Si le site est non conforme, il faut le préciser et s'engager vers la voie de l'amélioration, bien sûr. Donc en gros, il y a 3 niveaux. Soit le site est non conforme, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire qu'il est en dessous des 50% des critères imposés par le RGA, soit il est partiellement conforme, et donc il est en deçà des 100% d'accessibilité, soit il est totalement conforme, et là il respecte intégralement les critères du RGA. Voilà, et on s'engage aussi, on essaie de faire de la sensibilisation au-delà de l'interne CNSA. On essaie notamment de sensibiliser les MDPH, qui sont les maisons départementales des personnes handicapées. Voilà, il y a un rapport qui a montré que voilà, des sites de MDPH n'étaient pas suffisamment accessibles. Donc l'année dernière, on a mis à leur disposition des guides pour les aider à la fois bien développer leur site et également contribuer, parce que bon, c'est vrai que c'est très important de développer un site accessible. Après, il y a toute la partie contribution, et c'est vrai que sur un site, on est nombreux à apporter des contenus, c'est soit du texte, soit des vidéos. Le PDF, le Word que vous voulez mettre sur le site, et c'est important, voilà, même si vous n'êtes pas directement chef de projet web, si vous êtes amené à créer des documents qui vont être sur un site internet, et nous aussi ici, c'est pour ça que nous, moi je m'y suis formée ici, nos graphistes y sont formés aussi, et voilà, c'est pas juste la responsabilité, en effet. Tout à fait. Et il y a quelque chose au niveau accessibilité qui est
important, c'est les formulaires. Maintenant, on fait beaucoup de démarches en ligne et voilà, malheureusement, certains formulaires, services en ligne ne sont pas accessibles et vraiment, il faut porter une attention importante. Bon, écoutez, je vous remercie. De toute façon, on va poursuivre les échanges. Cédric Girodingo, vous êtes chef de projet UX. Cela signifie que vous travaillez sur l'expérience des utilisateurs sur les sites web, en l'occurrence, vous, les applications métiers en URSAF. Vous créez les conditions pour que leur expérience soit la plus efficace et intuitive possible et corresponde à leurs tâches. Vous êtes aussi référent handicap DSI et votre travail consiste notamment, donc je m'excuse pour la vulgarisation excessive, à créer un cahier des charges pour lister toutes les règles à respecter en matière d'accessibilité, ce que vous appelez le socle technique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce à quoi vous êtes particulièrement attentif en matière d'accessibilité dans votre DSI ? Oui, mais effectivement, bonjour, je suis responsable, comme vous l'avez dit, d'une équipe d'ergonomes et d'UX designers. Donc les utilisateurs finaux sont vraiment au centre de notre démarche. Nous animons en fait régulièrement des ateliers avec les utilisateurs, les équipes projets. C'est des ateliers qui sont basés sur le maquettage itératif pour recueillir leurs besoins, pour concevoir les nouveaux outils métiers avec eux. Du coup, notre mission, c'est de faire en sorte que ces outils soient simples à utiliser, qui correspondent à leurs tâches. Et dans ce cadre, effectivement, nous enrichissons notre design system et le socle technique lié dont vous avez parlé. C'est un socle qui permet en fait de fournir à l'ensemble des projets, des équipes projets, des composants graphiques pour qu'il y ait une identité visuelle qui soit cohérente, que les comportements soient cohérents, soient toujours les mêmes selon les différentes applications métiers que l'on va utiliser, ce qui permet à l'utilisateur d'éviter une surcharge cognitive importante et un temps d'apprentissage. Du coup, dans ce cadre-là, on favorise effectivement l'homogénéité des comportements et on prête une attention particulière aux différents éléments liés à l'accessibilité dont on a déjà parlé le long de l'émission. Par exemple, on s'assure du respect des contrastes, le fait que les différentes balises, les niveaux de hiérarchie des documents soient disponibles, que ce soit interprétable par les liseuses, pour les non-voyants. On a parlé des textes alternatifs pour les images, on s'assure effectivement que les textes alternatifs soient possibles, que les éléments restent navigables au clavier. Voilà, un petit peu tout ce panel-là. Et après, effectivement, l'étape suivante, c'est de s'assurer que tout ça soit signifiant. Par exemple, si on a une image qui a du sens, il faut que l'on s'assure que le texte alternatif qui est renseigné, il soit signifiant pour l'utilisateur et qu'il soit pertinent. On s'en rend compte au fil de l'émission. Au final, comme vous le disiez justement Nathalie, on est tous concernés de près ou de loin. Parce qu'on aura un collègue concerné, parce qu'on produit des choses, parce que même on aura peut-être l'occasion de l'évoquer même par mail. C'est aussi important d'y penser. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment, à votre avis, on peut embarquer des équipes, des collègues. Nous, ici à Lucans, au service com, on l'a un petit peu vécu, notamment grâce à des collègues qui sont vraiment engagés sur la question, et je les remercie, qui m'ont sensibilisé. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser pour vous, c'est quelles sont en fait les clés de réussite? Comment est-ce qu'on peut essayer de faire pour engager une entreprise, un service, pour en parler à ses collègues? Je ne sais pas qui veut commencer. Oui, je peux évoquer le sujet. Je pense que le point qui est vraiment important, c'est que les gens comprennent à la fois que faire de l'accessibilité, finalement, c'est aussi travailler pour eux et que ce n'est pas uniquement destiné aux personnes en situation de handicap. On s'aperçoit... Les chiffres nous ont donné 63% des utilisateurs de Microsoft Office utilisent de l'accessibilité au quotidien. Et quand on sait qu'on a entre 6 et 20% de personnes en situation de handicap dans la population active, typiquement, c'est beaucoup plus que les personnes en situation de handicap. Deuxième petite remarque, c'est que dans les organisations, avec le recul de l'âge de la retraite, on va avoir davantage de personnes en situation de handicap qu'il va falloir adresser. Et bien souvent, c'est le moment, moi j'ai été par exemple changer mes lunettes cette semaine, c'est le moment où l'acuité visuelle elle commence à baisser, donc en fonction de son niveau, on va avoir besoin ou non de lunettes ou d'équipements adaptés parce qu'on va arriver dans des situations peut-être extrêmes. Et puis des problématiques auditives pour la même raison. Et puis je dirais qu'après, le point, c'est aussi de réussir à montrer que grâce aux fonctions d'accessibilité,
on peut aussi fournir un service à tout le monde. Ce que je vais dire par là, c'est que, par exemple, on parlait de Teams et du sous-titrage dans Teams. J'ai un collègue l'autre jour, son haut-parleur est tombé en panne en plein milieu d'une réunion. Il m'a dit, mais j'ai activé tout de suite les sous-titrages, j'ai pu suivre la réunion. J'aurais pas pu le faire si j'avais pas eu et pu bénéficier de ce type de fonctionnalité. Ou alors des gens qui vont utiliser leur voix pour rédiger des documents parce qu'ils ont un problème, ils se sont foulés le poignet par exemple, et qui me disent ouais, super, j'ai pu travailler dans de bonnes conditions, je me serais fait mal à taper sur mon clavier toute la semaine. Là, j'ai pu épargner en fait mon clavier et du coup éviter justement de tomber sur des situations où je me mets en danger en fait d'un point de vue santé. Et je crois que vous aviez aussi un exemple intéressant que vous avez mené justement à la CNSA. Oui, le parcours d'intégration. Oui. Voilà, en fait, donc la CNSA a vu ses effectifs grossir depuis qu'elle est devenue 5e branche de la sécurité sociale. Et donc, avec le secrétariat général et la mission RH, a été mis en place un parcours d'intégration pour accueillir ces nouveaux collaborateurs. Et donc, au sein de ce parcours qui dure 2 jours, à peu près 2 fois par an, voilà, on présente la CNSA, son organisation, les directions, etc., les outils à utiliser quand on travaille à la CNSA. On y a intégré une session de sensibilisation à l'accessibilité, parce que c'est le bon moment, au moment où les personnes arrivent dans une entreprise, surtout quand on travaille à la CNSA, on se doit de respecter, quel que soit son métier, les règles d'accessibilité numérique. Donc là, c'est notre prestataire là, qui nous accompagne, qui fait cette session et qui montre vraiment très concrètement les problèmes que rencontrent les personnes handicapées pour lire une information sur le web. Tout à l'heure, on parlait des formulaires à remplir, voilà, la difficulté pour demander une aide en ligne, par exemple. Les problèmes des sous-titrages qui sont souvent manquants dans les vidéos, etc. Et donc ça marque vraiment quand on arrive à la CNSA, parce que c'est vrai que l'accessibilité numérique, ça paraît souvent un sujet très complexe, difficile à mettre en place. On a l'impression que c'est inaccessible, on a souvent des plannings à respecter. Et malheureusement, on met souvent ce sujet de côté, alors que voilà, quand on a bien compris les difficultés des personnes, voilà, ça incite à s'engager. Et ce n'est pas suffisant, la sensibilisation, mais ce parcours d'intégration aussi est l'occasion de parler des formations, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est sensibilisé, on va inciter les agents à se former. Et là, la CNSA, dans son catalogue de formation, propose évidemment des formations en fonction des métiers qui sont, voilà, si on est développeur, on ne va pas avoir la même formation que si on contribue sur un site web, sur un intranet, sur un extranet. Voilà. Cédric, est-ce que vous vouliez peut-être réagir ? Non, mais c'est vrai que c'est un ensemble. On parlait beaucoup de la sensibilisation, de la formation, qui sont des axes importants. Je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à faire comprendre que ça concerne tout le monde. C'est vraiment pas un petit public isolé. Donc vraiment sensibiliser pour faire comprendre ça. En fait, ça concerne après, saisir des axes, des opportunités de communication comme celle d'aujourd'hui, tout le temps, pour faire passer les messages. Ça concerne tout le monde, c'est important de sensibiliser et moi je suis assez d'accord avec ce que vous disiez Nathalie. Au final, c'est pas si contraignant et quand on l'intègre dans ses pratiques, on produit aussi des choses qui des fois sont plus claires et accessibles pour tout le monde, que ce soit sur les documents ou sur les sites web. On a beaucoup parlé de formation. Simona, je crois que justement notre institut de formation, l'Institut 410, on propose à la Sécurité sociale. Oui, effectivement, dans le catalogue de l'Institut 4.10, vous trouvez 4 formations. Les fondamentaux de l'accessibilité numérique, l'accessibilité numérique dans un projet, RG2A, auditer l'accessibilité d'un site web ou d'une application, et enfin vulgariser les écrits techniques pour les rendre accessibles. Je voulais juste mettre l'accent sur tout ce qu'on vient de dire. Effectivement, nous avons des personnes exceptionnelles qui travaillent derrière les logiciels, les dispositifs. Prenons un PowerPoint qui a été conçu aujourd'hui pour être accessible. Si nous, on ne met pas en marche cette accessibilité, donc effectivement, si nous n'allons pas décrire l'image, si nous n'allons pas mettre une écriture aussi, faire attention au contraste couleur et tout ça, dans tous les cas, même si le logiciel le permet,
le document ne le sera pas accessible. Oui, voilà, il y a quand même une part de... Il y a un élément qui est assez simple à mettre en œuvre et que vous pourriez tout de suite mettre en œuvre dès aujourd'hui. Si vous prenez la signature que vous avez dans vos mails, vous avez probablement un logo en fonction de vos organisations. Allez sur le logo, faites clic droit, ajoutez un texte alternatif, vous commentez votre logo en disant c'est le logo de telle organisation, vous enregistrez ça comme signature par défaut, votre signature sera accessible à vie. Voilà. Et on va tous aller changer notre signature mail à la fin de cette émission. D'ailleurs, Nathalie, vous m'en parliez quand on préparait l'émission. Il y a aussi sur les mails des petites règles qu'on peut respecter pour être sûr qu'ils sont en tout cas pour améliorer leur accessibilité. Oui. Alors je trouve que le mail, oui, c'est on écrit tous des mails, voilà, et je trouve que c'est un bon exercice pour appliquer un certain nombre de règles d'accessibilité. Donc je peux en donner peut-être quelques-unes, mais on en a déjà parlé. C'est structurer son mail et je dirais user et abuser des listes à puces. Voilà, parce que voilà, déjà c'est accessible, voilà, qui est dans la barre d'outils, c'est accessible et en général ça améliore aussi la lisibilité d'un mail, ça l'aère et ça profite à tout le monde. On a parlé longuement des images, c'est vrai que bon, on vient de parler de l'image, du logo qui est dans la signature, mais maintenant de plus en plus, même si c'est pas très éco-responsable de mettre des images dans des mails, voilà, on en met parfois et donc il ne faut pas oublier de mettre l'alternative textuelle. Alors moi je voudrais parler d'un défaut qu'on voit régulièrement, c'est les liens. Et donc une des règles d'accessibilité est de rédiger des liens explicites. On voit trop souvent des liens pour en savoir plus, cliquez ici. Donc ça, c'est vraiment à bannir et donc il vaut mieux mettre voir le site de Lucans, lire le rapport d'activité de la CNSA. Voilà, ça c'est un lien. Plutôt que pour en savoir plus. Bah, écoutez, là, vous venez de m'apprendre quelque chose. Voilà. Merci. Et ça, c'est un défaut. Voilà, c'est intéressant. Merci. Voilà, l'idée, c'est que quand on clique, on sait ce qu'on va trouver derrière le clic. Oui, c'est pas le juste pour en savoir plus. Oui, c'est de savoir. D'accord. Ouais. Parce que les lecteurs d'écran, souvent, les personnes aveugles naviguent de lien en lien et souvent elles se retrouvent avec une liste de liens pour en savoir plus. Cliquez ici pour en savoir plus. Et ce n'est pas du tout explicite et voilà, ça ne veut rien dire. Donc ça, c'est un défaut qu'on voit régulièrement et qu'on peut donc appliquer dans la rédaction de nos mails. Et puis le dernier conseil, c'est d'utiliser l'outil Vérifier l'accessibilité qui est disponible dans Outlook et qui permet de pointer certains défauts et de les corriger assez facilement. Voilà, c'est quelques petites règles, mais déjà, si on les applique, on est dans une démarche d'amélioration et puis c'est des bonnes pratiques qu'on va après reporter quand on écrit un article, quand on écrit un rapport. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Si le sujet vous intéresse, et j'espère qu'il vous intéresse après avoir écouté cette émission, vous pouvez donc consulter les fameux tutoriels qu'on a partagés dans le chat. Éventuellement, peut-être si vous êtes référent handicap, rejoindre la communauté sur le YoRéseau dont parlait Simona. Voilà, vous pouvez vous rapprocher de l'Institut 410 aussi, notamment pour des formations. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'a pas reçu, ou malheureusement ou heureusement, parce que ça veut peut-être dire que vous avez bien compris beaucoup de questions. En tout cas, pour les prochaines émissions, n'hésitez pas. C'est aussi une émission interactive, vous avez le droit de poser des questions au besoin. Je vais vous inviter, s'il vous plaît, à remplir un questionnaire de satisfaction. C'est toujours intéressant pour nous d'avoir vos retours, de savoir ce que vous en avez pensé de cette émission. Nous, ça nous permet de progresser. Et puis, on aime bien avoir vos avis. Et puis, on va vous donner aussi rendez-vous à la rentrée, je crois, Simona ? Oui, le prochain rendez-vous de l'inclusion, ça sera le 12 octobre, toujours un jeudi à 14h. Et on se retrouve sur ce plateau pour une émission dédiée aux outils pour sensibiliser et dépasser les préjugés. Notamment, ce sera en vue de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et bien dans ce cas-là, je vous dis à bientôt. Sûrement que vous recroiserez Simona à d'autres occasions, peut-être des réunions ou des événements. Et puis, on devrait se retrouver à la rentrée. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Merci, au revoir.